En fait, monter une boîte qui fonctionne, ça passe par l'équipe et uniquement. C'est-à-dire si votre boîte elle fonctionne et votre boîte elle marche, c'est l'équipe qui est la clé. Vous avez beau avoir un beau produit, un beau service, une belle opportunité, le marché est ouvert, il y a toutes les lumières sont vertes. Si l'équipe ne tient pas la route, c'est mort. Bonsoir à tous. Donc, j'ai repris Coup d'État il y a 6 mois, qui était donc une formation à l'entrepreneuriat de The Family, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que vous connaissez. Je l'ai repris et on est parti d'un constat, c'est que la plupart des gens qui regardaient Coup d'État n'étaient pas forcément des gens qui avaient envie de monter des startups. Ils avaient envie par exemple de monter aussi des boîtes de services, de monter des lifestyle business, des muses, faire du freelance, etc. Et ils appliquaient les leçons qu'on donnait pour les startups, et ils les appliquaient en fait à tous ces types de boîtes différents. Et donc on s'est dit, quand on a relancé le truc, on va faire des événements Coup d'État où on va inviter des gens qui n'ont pas nécessairement des startups et qui vont venir raconter leur parcours, les leçons qu'ils en ont tirées et expliquer un peu comment ils ont créé les éléments importants de leur boîte. Ce soir, on accueille Olivier, qui est le CEO de Kimono. Et il va vous parler de comment créer une team hyper efficace, des cofondateurs jusqu'à la core team, les employés, etc. Je vous laisse accueillir Olivier et bonne conférence. Merci beaucoup. Bonsoir. Je suis très heureux d'être ici. Bienvenue donc à The Family. Merci Valentin pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'échanger dans ce type d'événement parce que c'est un bon exercice pour tous les deux. Ça permet, enfin, vous et moi, ça permet de s'inspirer, de co-créer ensemble. Donc c'est toujours un plaisir. Donc j'espère que vous allez bien. Avant même de rentrer dans le détail, je suis très heureux d'être ici parce qu'en fait on parle d'un sujet qui me passionne profondément. Donc j'espère que je vais vous donner tous les enseignements possibles, ou en tout cas que ça vous aide. Si ne serait-ce qu'une chose vous aide, ça me fera plaisir et vous aussi. Donc le sujet du jour aujourd'hui, donc voilà, créer la meilleure équipe des cofondateurs à la team. Donc en fait, en fin de compte, c'est uniquement de l'humain. Là, on va parler de l'humain, donc cet être incompréhensible, mais quand on comprend sa gestion et son analyse, c'est hyper puissant. Je pense qu'en fait toute cette réussite en termes de boîte, de société est due à cette réussite humaine. Donc c'est un sujet qui me passionne. Donc du coup, pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Olivier, j'ai 27 ans, je suis le fondateur et CEO de Kimono. On a 1 an et demi maintenant. Et pour la petite histoire, c'est ma 5e boîte. Donc j'ai fait pas mal de choses du lycée à aujourd'hui, donc ça va faire bientôt 10 ans. J'ai pas mal fait de choses en parallèle dans mes études. Et ce qui est important de noter, c'est qu'en fait, chaque aventure a amené la direction à la suivante. Et ça peut vous dire 5 boîtes en peu d'années, vous pouvez vous dire qu'il peut y avoir des échecs, etc. En fait, moi je pars du principe qu'il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des enseignements. Ce qui veut dire que toute aventure reste une expérience. Donc en partant de ce constat-là, chaque opportunité nous amène à un autre niveau et nous amène ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui. Et rien ne serait arrivé sans celle d'avant. Et sans celle d'avant. C'est impossible de faire la culbute. Et je suis persuadé que Kimono m'amènera ailleurs. Tout en profitant du moment présent. Mais voilà. Ça, c'est la petite présentation là-dessus. Qui connaît Kimono dans la salle, déjà? Ok. Donc un peu de la moitié. Et qui monte sa boîte ici? Qui est entrepreneur, peu importe le stade? Ok, pas mal de monde. Qui bosse en start-up? Personne. Vous faites quoi les autres? Grand groupe? Non, ok. Comme on est en intimité, on aura l'occasion de discuter après. Donc du coup, pour Kimono, pour tous ceux qui ne savent pas, en fait, on est parti d'un constat très simple. Nous, on habille la culture des boîtes. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? On fait des vêtements personnalisés pour les entreprises. Donc c'est un business B2B. On est initialement positionné sur le marché des startups. Et notre motto, c'est vraiment on se positionne comme des culture designers. Pourquoi? En fait, on s'est rendu compte que la culture et l'identité d'une boîte, c'était hyper important. La culture, qu'est-ce que c'est? Ça va être l'aménagement des bureaux. Donc, par exemple, ici, on sent chez The Family, il y a une culture très forte. Par exemple, Google l'a compris il y a très longtemps que l'aménagement des bureaux, la déco et l'environnement de travail faisaient partie de la culture et permettaient d'attirer des talents et garder des talents. La culture, c'est aussi la manière dont on communique. Exemple, Michel Augustin l'a fait très bien à une époque et est connu pour ça, ce qui a attiré des talents. La culture, c'est aussi la manière dont on est représenté.
Et donc c'est là où on intervient. Quand on parle de représentation, on parle de son branding, que ce soit les codes visuels, mais aussi les codes vestimentaires. Donc nous, on a pris ce créneau. Donc en fait, on est entré sur le marché du textile personnalisé et on s'est dit, ok, on est face à une offre qui existe depuis 20-30 ans, qui n'a pas bougé, qui est sous la poussière, tant par les produits qui sont mal coupés, qui sont cheap, et on en a tous chez nous, comme le sweat ou le t-shirt qu'on met le dimanche matin. Ça, c'est le marché actuel, et le service n'est pas mieux que ça. Donc en fait, on s'est dit, alors que l'offre est comme ça, de l'autre côté, il y a une demande qui est en train d'exploser au sentiment d'appartenance, le sentiment d'identité, le sentiment de culture est devenu hyper important et a pris une place conséquente. On s'est dit, il y a un gap et nous, on arrive pile au milieu. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est des vêtements personnalisés assez quali, qui représentent les codes de la mode du prêt-à-porter, avec une notion éthique, avec une notion de service et d'excellence client au premier point, c'est-à-dire que nous, on ne part pas du principe qu'on est le fournisseur, on part du principe qu'on est le partenaire. Donc on est dans une logique d'accompagnement et d'aider la culture des boîtes. Et vous allez comprendre juste après, par rapport à notre vision qui a pas mal évolué avec ça. Donc on a plus de 400 références qui vont de la tête aux pieds, ça va être une casquette, des chaussettes et tous les accessoires textiles qu'on connaît. Et d'ailleurs, si vous voulez voir après, on a un showroom qui est juste ici. Donc on est vraiment à domicile ce soir. Donc pour vous expliquer rapidement, et après on en parlera plus tard, mais la vision de Kimono, très simple pour que vous posez le cadre, c'est 3 poupées russes. Imaginez 3 petites poupées russes. La première, la plus petite, c'est prendre le lead du marché du textile personnalisé. Ça passe par quoi? Ça passe par être leader niche par niche. Donc quand on appelle des niches, on appelle des positionnements. Le premier, c'était les startups. On est rapidement devenu le leader là-dessus. Et ensuite, on a enchaîné. On a commencé à attaquer les grands groupes, ensuite la restauration, ensuite les étudiants, et ce sont les 4 niches lancées en date. À partir de 2019, il y aura des nouvelles niches qui vont arriver, exemple le sport, le monde de la musique. Et quand vous faites le calcul, il y en a plein, et c'est une industrie monstrueuse. Du coup, ça c'est la première vision, premier développement. La deuxième, poupée russe, donc qui englobe celle-ci, l'idée c'est de répliquer la même stratégie à l'international. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on arrive par exemple au UK, et on recommence par la première, donc on recommence par les startups, on devient leader là-dessus, et ensuite on réplique. Donc il y a eu le UK qui a été lancé à Londres, l'Allemagne à Berlin il y a quelques temps, l'Espagne et le Portugal en janvier, le Benelux avec Bruxelles et Amsterdam au mois de mai, et la Scandinavie au mois de septembre. Donc ça veut dire que 2019 c'est gros développement international. En fait ces 2 poupées russes, c'est prendre le lead du marché européen en 4-5 ans. Donc c'est assez ambitieux, mais on est vraiment face à un boulevard où il y a une brèche qui s'est créée et on peut le faire. Maintenant ça va être notre capacité d'accélération. Et donc la 3e poupée russe, qui est la plus importante, donc je parlais de culture tout à l'heure, en fait on se positionne comme des culture designers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait on accompagne la culture des boîtes en développant des nouveaux produits et des nouveaux services. Donc historiquement, on a commencé par le textile, mais depuis, on a toute une offre concernant les objets. Et ce qu'on vient de lancer, c'est toute la partie office design. Donc bureau personnalisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, son enseigne personnalisée, des néons personnalisés, du mobilier personnalisé, de l'art mural, de l'art végétal. On a toute une type d'offre où on n'est pas encore des architectes d'intérieur, mais aujourd'hui, ça nous permet de pimper les bureaux. Et en fait, au fil de notre développement, on va avoir plein de nouveaux produits, plein de nouveaux services, et ça se trouve dans 2 ans, on aura une branche consulting où on sera des experts dans la culture et on accompagnera les dirigeants, etc. Donc ça c'est pour Kimono. Pour conclure en termes pour vous donner un peu de chiffres, donc on a 1 an et demi, lancé en mars 2017, on est bientôt une 30aine de collaborateurs. La première année on a fait 1 million de chiffre d'affaires, cette deuxième année on va faire entre 3 et 4. Et l'enjeu de la 3e, ça va être entre 10 et 15. Donc grosse ambition, mais entièrement possible, parce que comme je disais, c'est un marché énorme et on est assez déterminé pour. Donc voilà pour la petite parenthèse Kimono, comme ça vous savez ce qu'on fait. Mais surtout, le sujet d'aujourd'hui, donc je vais m'en servir comme exemple, mais on va parler de pas mal de choses plus profondes. Comme je vous disais, moi c'est un sujet qui me passionne foncièrement, et quand on en parlait avec Valentin, quand on a voulu créer ce talk, on s'est dit je ne vais pas vous raconter chronologiquement mes histoires et vous dire les enseignements, parce que ce ne serait pas intéressant pour vous et ce ne serait pas intéressant. Du coup, je me suis dit, on va réfléchir à un plan auquel nous, on exécute le plus souvent possible pour comment, avec toutes les expériences que j'ai fait, toutes les équipes que j'ai vues, etc., comment vous faire comprendre le plus simplement possible et que vous en tirez quelque chose. Du coup, le plan, ça va se passer en 3 parties.
La première, qui est fondamentale, qui va être un peu philosophique, un peu psychologique, c'est le rapport aux gens. Vous allez voir, j'ai passé un moment là-dessus. C'est tout le rapport aux gens qui, en fait, c'est le mindset de base. La deuxième, ça va être bien sûr de parler des cofondateurs et tout le mystère qui va avec. Et ensuite, de l'équipe et de la culture. Donc ça, c'est le plan de ce soir. Pourquoi on fait ça et en fait, pourquoi on parle de ça? Et tous les entrepreneurs dans la salle, je pense, sont au courant dessus, sur ce sujet. En fait, monter une boîte qui fonctionne, ça passe par l'équipe et uniquement. C'est-à-dire si votre boîte elle fonctionne et votre boîte elle marche, c'est l'équipe qui est la clé. Vous avez beau avoir un beau produit, un beau service, une belle opportunité, le marché est ouvert, il y a tous les lumières sont vertes. Si l'équipe ne tient pas la route, c'est mort. En tout cas sur le long terme et ce sera bancal. Donc en fait l'équipe c'est le maître mot. Et je vais vous raconter au fil de mes expériences, j'ai eu tout type de cofondateurs, que ce soit des amis, des inconnus, j'ai tout type d'équipe et je commence à comprendre l'importance de l'équipe et aussi comment faire en sorte d'avoir une équipe solide et qui vous emmène dans les étoiles. Vous êtes prêts? On y va? Ok. Donc, première partie, le rapport aux gens. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, c'est l'interaction que vous avez avec tout le monde, on rencontre des gens tous les jours, au quotidien, que ce soit dans la vie pro ou la vie perso. Avant de rentrer dans les notions de ce rapport aux gens, il faut partir d'un constat très simple. Donc je vais rien vous apprendre, mais c'est un motto de vie très clairement. Vous savez qu'on n'a qu'une vie. C'est important de se le rappeler. Et d'ailleurs, il y a un dicton assez connu qui nous dit on a 2 vies et la deuxième vie commence quand on a pris conscience qu'on n'en a qu'une. Ça, c'est important de se le rappeler. Moi, personnellement, je me le rappelle tous les jours. Et c'est pour ça qu'il faut être à fond et profiter au maximum. Et du coup, partant de ce constat-là, ça nous amène 2 règles. La première règle, c'est l'intensité avec les gens. Et c'est hyper important ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, plus on grandit, plus on rencontre de gens, plus on fait de choses, moins on a le temps. Et en fait, l'intensité avec les gens, quand j'entends par intensité, ça ne veut pas dire être hyperactif, être excité, ça veut dire l'intensité du moment que vous vivez avec la personne. En fait, c'est énorme de se dire, si vous vivez une intensité forte avec quelqu'un, ce qu'il en découle, il y a une richesse et une émotion profonde. L'intensité, ça peut être dans la communication non verbale, ça peut être hyper calme, mais en fait, vous êtes dans le moment et vous le vivez intense. Ça, c'est hyper important à savoir comme règle. Chaque moment que vous avez à passer, il doit être extrêmement intense. La deuxième règle, c'est on oublie la partie négative. C'est-à-dire que face à nous toute la journée ou même tous les jours, on est face à des choses négatives. Ça peut être une mauvaise nouvelle, ça peut être un événement annulé, reporté, qui ne se passe pas comme prévu, ça peut être des gens qui vous gonflent. Tout ça, c'est négatif et en fait, il faut l'oublier. Il faut toujours optimiste, positif. Et en fait, même dans le négatif, il y a toujours du positif. Et quand vous arrivez à le découvrir, généralement il est caché, si vous arrivez à le sortir et trouver ce positif, vous êtes après une machine de guerre. Parce qu'en fait, rien ne peut vous abattre, vous êtes déterminé, et il y a cette notion de courage. Et on sait que dans l'entrepreneuriat, une des plus grandes valeurs, c'est le courage, et ça en fait partie. Et ça permet d'être courageux. J'ai un exemple pour illustrer tout ça. J'ai un ancien associé, donc je vous raconterai l'aventure tout à l'heure. On a monté une boîte qui s'appelait La Récolte. Mais au-delà de ça, c'est un de mes meilleurs amis. On a fait toute l'école ensemble, et il vit au Portugal depuis 4 ans. Cette personne, on se voit 3-4 fois, tous les 3-4 mois par an, donc ça fait 2 à 3 fois par an max depuis 4 ans. Pourtant, ma relation n'a strictement pas changé, alors qu'on peut se dire la distance nous écarte et la vie fait les choses. Sauf qu'en fait, chaque fois qu'on se voit, il y a une telle intensité et on sait qu'on se prépare et on sait que ça va être intense et on se voit, on vit tellement le moment qu'en fait il en découle tellement de choses qu'on n'a pas besoin de se voir pendant 6 mois. Et donc du coup, quand vous connaissez beaucoup plus de monde, plus vous grandissez, et vous ne pouvez pas voir souvent tout le temps, tout le monde. Donc si vous êtes intense dans chaque moment, chaque moment est important, est intéressant et pour la personne en face. Ça c'était surtout pour l'exemple de l'intensité. Donc du coup, ces 2 règles, ça nous amène à une notion essentielle, qui est la création du contexte à la rencontre. Donc en fait, créer le contexte avec les gens. Et là, on rentre dans un truc un peu profond, et c'est une mécanique que j'utilise depuis une dizaine d'années, et elle marche à chaque fois. Qu'est-ce que c'est créer le contexte? En fait, aujourd'hui, au quotidien, on loupe des créations de contexte. Par exemple, vous décidez de rentrer en métro plutôt qu'à pied, vous allez louper une création de contexte. Vous décidez de rentrer en métro plutôt qu'à pied, vous allez louper une création de contexte. Vous décidez de rentrer en métro plutôt qu'à pied, vous allez louper une création de contexte. Vous décidez de rentrer en métro plutôt qu'à pied, vous allez louper une création de contexte.
vous loupez un contexte. Ça, c'est des éléments naturels et c'est la vie qui fait comme ça. Vous avez choisi, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais ça se trouve, vous serez rentré à pied, vous aurez croisé quelqu'un, vous serez rentré dans une boutique pour acheter un cadeau, vous aurez parlé avec le vendeur ou la vendeuse, il sera passé quelque chose. Ça, c'est un contexte. Ça, c'est les notions où aujourd'hui, on en loupe tous les jours. Vous êtes venu ici plutôt qu'un verre ou un dîner, vous avez loupé un contexte. Mais pourtant, vous en avez gagné un. En fait, l'importance de ce contexte, c'est tous les jours, on en loupe naturellement, mais en fait, tous les jours, on en refuse aussi. Et la variable, elle est là. C'est-à-dire que quand on vous propose de faire une activité extérieure, que ce soit du sport ou quelque chose, et il pleut des cordes dehors, on est d'accord, on a la flemme. C'est chiant. Quand on nous propose une soirée où on ne connaît personne, c'est loin, ça sort de ma zone de confort, c'est chiant, on a la flemme. Quand on vous propose de faire une conférence devant une centaine de personnes, un talk, etc., on a la flemme, la peur du jugement, le stress. Et en fait, tous ces refus quotidiens, et à petite et grande valeur, nous permettent en fait de louper des contextes en permanence. Je ne sais pas si... est-ce que vous avez vu le film Yes Man? Tout le monde connaît? Qui ne connaît pas le film? Ok, bon, rapidement, ce film, en fait, c'est Jim Carrey. Il incarne le rôle de quelqu'un qui dit non à la vie tout le temps. Donc, rien ne lui va, il est aigri, il refuse tout le temps parce que ça ne le va pas, il ne sait pas ses valeurs, etc. Il perd son job, plus de femmes, vie horrible. Un jour, il arrive dans une conférence comme celle-ci, et il y a un gourou qui lui dit « dis oui ». Non, il arrive dans cette salle et il se rend compte que si on dit oui à tout, ta vie va changer. Il n'y croit pas, bien sûr, donc il teste. Donc après, ça reste un film, donc il lui arrive plein d'aventures, bonnes ou mauvaises, mais il vit une vie incroyable. Et en fait, il trouve le job de ses rêves, il trouve la femme de sa vie, il est heureux, plein de bonheur. Donc c'est un film, donc faut pas tout prendre au mot, mais il y a du vrai là-dedans. Et cette notion de yes et de dire oui, de proposer le contexte, c'est hyper important. Normalement, j'ai un petit exemple là-dessus. C'est le meilleur exemple aujourd'hui. Moi, je pars du principe qu'en fait, maintenant, j'ai tellement compris les outcomes qui viennent quand vous dites oui, parce que c'est pas automatique. C'est-à-dire, vous allez 100 fois dire oui, ça se trouve, il va rien se passer. Mais en fait, une fois, il va se passer quelque chose d'énorme, et ce sera grâce à toutes les fois où vous avez essayé. Et en fait, quand vous comprenez ce qui se passe derrière et les éléments, c'est énorme. Moi, franchement, je l'applique tout le temps, et même quand j'ai pas envie, ou tu as peur, ou autre, tu te dis, vas-y, go, parce que tu sais que tu vas créer un contexte, il va se passer quelque chose. Et quand on est dans cette mécanique, c'est comme ça que vous rencontrez vos futurs amis, c'est comme ça que vous rencontrez vos futurs petits amis, c'est comme ça que vous rencontrez vos futurs collègues, et c'est comme ça que vous rencontrez vos futurs associés. Et en partant de ce principe-là, moi j'ai un bon exemple en ce moment, et en fait je joue avec moi-même parce que je le teste, et je vois un peu ce qui se passe, et à chaque fois ça marche, c'est évident. Donc je suis parti à Copenhague un week-end au mois de juin, donc Airbnb avec un copain, etc. Il s'avère que le host Airbnb, donc si vous avez déjà vu des Airbnb, l'host Airbnb classique va vous dire, va vous donner les bonnes adresses, il va vous dire voilà, où sortir, où dîner, où visiter. Là, vous avez une possibilité de création de contexte. Et en fait, à vous, c'est de votre ressort de dire oh, il m'intéresse pas, j'ai déjà tout regardé sur Instagram, qu'est-ce qui me gonfle lui? Ou de l'écouter et de créer le contexte. Et ce qui s'est passé, c'est que ce mec-là, donc on était hyper intéressés, et il nous a proposé une soirée le lendemain, il dit ah venez, etc. On aurait très bien pu nous dire aucun intérêt, on n'est pas là pour poursuivre, on veut faire des trucs de touristes, etc. Au final, on y allait, on a fait une super soirée tous ensemble, on a rencontré plein de gens. On est resté en contact tout le week-end, il nous a fait visiter tout le week-end, on a mangé avec lui, bref, on a commencé vraiment à se rencontrer. Et ce mec-là, on est resté en contact. Je suis retourné le voir pour le boulot avec Kimono là-bas, où il m'a présenté mon futur country manager de Copenhague, qui est un de ses meilleurs amis. Donc déjà, j'ai trouvé un gars local. Et le deuxième, ce qui est encore plus fou, c'est que ce mec-là, il est venu à Paris avec ses copains il y a 2 semaines, en week-end. Je l'ai présenté à un pote artiste qui fait des œuvres d'art. C'était sa première production, première série. Donc généralement, on vend qu'à ses proches. Ils ont matché et il lui a acheté sa première œuvre d'art. C'est-à-dire qu'on part d'une création de contexte à derrière des choses énormes. Et par exemple, je sais qu'avec lui, il va se passer plein de choses. Et en fait, quand vous êtes dans cette logique, le contexte, il est permanent. Et il se passe un nombre incalculé de choses au quotidien. Et à ce moment-là, on va toujours vous dire, vous avez de la chance. Moi, on me dit tout le temps, ah, t'as toujours de la chance. Mais en fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est que c'est une mécanique permanente, naturelle. Donc attention, on n'est pas dans de la manipulation, on n'est pas dans du calcul, parce que ça se ressent. Et dès qu'on joue un rôle, généralement, la réalité revient très vite. Là, on est dans le naturel. C'est un mindset à avoir. C'est quelque chose,
on sait les outcomes qu'il y a à se créer les contextes, on sait les refus auxquels on dit permanence au quotidien. Si on switch un peu, petit à petit, et qu'on comprend tout ce qui arrive derrière, c'est énorme. Franchement, j'ai des millions d'exemples, on pourra en parler après, mais c'est tellement enrichissant au quotidien, et c'est pas de la chance, c'est un état d'esprit avant.